Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. En parlant des infrastructures, oui, il y en a eu, mais des infrastructures de mauvaise qualité. Et le chef de l'État, d'une manière ou d'une autre, reconnaît que la corruption mine également notre société. Pour eux, ce qui justifie que certains travaux qui ont été mal faits et personne n'a jamais été puni pour ça. Vous savez que la corruption est un mal communément partagé à travers le monde. Et l'origine du mot, ça vient du latin, corrumpere, c'est-à-dire être altéré, perdre l'intégrité morale que chacun a supposé avoir à sa naissance par rapport aux exigences de la société. Et donc la corruption est partout. Le seul avantage, si je puis dire, de l'Afrique, de notre pays, c'est que la corruption est dénoncée immédiatement. Tout le monde voit, c'est corrompu, et on pense que nous sommes les plus mauvais. Mais pendant qu'on nous déclare corrompus, les 5 derniers sur la liste, nous sommes ceci, on découvre que pendant ce temps-là, il y avait plus corrompus que nous en Europe ou en Occident, parce qu'ils évoluaient dans un système de corruption qui rendait étanches, n'est-ce pas, leurs actes. Et donc finalement, nous sommes tous logés à la même enseigne, et quoi qu'il en soit, la solution au problème de la corruption... Vous semblez vous soulager. Hein, non, je me soulage pas. C'est pourquoi je dis quoi qu'il en soit. Le mal causé par la corruption ici chez nous n'a aucun rapport avec le mal causé par la corruption en France, aux États-Unis, etc. Donc nous devons nous attaquer au mal, comme le président l'a dénoncé. Nous sommes corrompus, nous vivons de corruption et nous devons réagir. Mais d'où provient la corruption ici chez nous? Mais de façon, synthétique. Cela provient d'abord de la déstructuration mentale et morale, de la fin du règne de Mobutu, l'avènement de l'AFDL. Nous étions des États non conformes en tant que citoyens et en tant que communauté. Et voilà que, à partir de 2000... Étant non conforme, oui, étant non conforme, État voyou non. Selon l'expression de George Bush. Non, pas État voyou. Nous ne sommes pas un État voyou. Non conforme par rapport à quoi? Non, par rapport aux normes généralement admises d'un État normal. C'est-à-dire, nous venions de la guerre, nous avions subi une destruction matérielle des fondements de la gestion du pays. Nous avons subi une déstructuration morale et mentale, parce que souvenez-vous, pendant 30 ans au moins, eh bien, le président de la République, qui était président fondateur, était le modèle de la société, la référence suprême. Et voilà qu'un beau matin, celui-là, dont la seule parole valait loi, eh bien, déclare qu'il n'est qu'un être humain, qu'il a pu se tromper. Alors, la réaction du citoyen moyen, mais quelle référence maintenant dois-je faire par rapport à tous mes actes? Tout se disait, c'est par rapport au président de la République. Maintenant qu'il est, il est faillible, qu'est-ce que je fais? Sur ces entrefaites, l'AFDL est arrivé. Il a achevé complètement ses références morales, et nous nous sommes réunis à Sun City pour réagir. Eh bien, nous avons commencé en 2003. 2006, je peux dire, c'est la première phase normale et presque normative. Et nous continuons aujourd'hui à améliorer notre situation, tant soit peu, avec les aléas, parce que c'est une dynamique de salut national qui n'est pas partagée par tous. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent, par exemple, que Joseph Kabila a tenu un discours d'autosatisfaction? Non. Mais qu'est-ce que c'est qu'un discours sur l'état de la nation? C'est un discours où vous faites la balance entre ce que vous avez fait et qui a réussi,
essai que vous avez fait, qui n'a pas réussi, mais surtout par rapport à la perspective. Ici, le président a dit qu'il y a une embellie générale, mais qui ne signifie pas une satisfaction générale. Mais cette embellie nous place sur la bonne voie pour que nous puissions avoir à temps donné, à un moment donné, les moyens nécessaires et suffisants pour intervenir de façon significative dans tous les secteurs de la vie. Voilà ce que le président a dit. Oui. Mais ceci dit, nous devons continuer l'effort parce que, notamment, il y a ce problème de corruption. C'est ça qui nous dérange. Notamment par l'absence d'une conscience républicaine de la part de ceux qui pensent que pour servir la République, il faut combattre les institutions. Nous allons y revenir. Le chef de l'État part des catastrophes dues aux pluies diluviennes, non seulement à Kinshasa, mais un peu partout au travers la République. D'aucuns, avant même son discours, disaient la plupart des catastrophes enregistrées à Kinshasa, en l'occurrence, sont dues à l'indiscipline urbanistique constatée ici à Kinshasa. Cette indiscipline a comme sous-bassement la corruption. Et puisqu'il y a impunité, la corruption s'est confortablement installée dans nos institutions, dans toutes les couches sociales, et elle a fini par devenir un sport national. D'abord au niveau de responsabilité. Il y a quelques jours, vient de se terminer COP21. Et tout le monde sait que c'est le climat, le changement climatique qui est à la base de ce changement de comportement météorologique, n'est-ce pas, la pluie, etc., etc. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, il vient effectivement trouver un climat, un état plus ou moins propice, une situation plus ou moins propice. L'urbanisation sauvage, l'indiscipline, qui ne se limite pas seulement à s'implanter dans la ville où l'on veut, mais par déforester et détruire et tout ça. Les usines, tout ça, ça participe. Mais quant à dire qu'il y a impunité, je ne pense pas. Parce que j'ai encore en mémoire la sanction pénible que le gouverneur Kimbuta a dû prendre de détruire les maisons qui sont construites à des endroits non prévus. Et même dernièrement, il va détruire les maisons qui sont construites sur ou aux côtés des digues. Mais ça, il n'y a pas d'impunité. La sanction n'est pas seulement la prison. La sanction, c'est celle-là aussi. Alors, impunité, si vous voulez quelques exemples, en voici. Le boulevard Triomphal, construit par Mzee Laurent Désiré Kabila, a coûté 800 000 $ pour la construction. Lors de la réhabilitation, on a dû dépenser 2 millions de $. L'avenue de l'université, réhabilitée plusieurs fois, se retrouvant toujours après chaque réhabilitation dans un état piteux. On fait toujours appel au même service. Vous n'êtes pas sans savoir que la durée minimum d'une route bien construite est de 10 à 25 ans. Mais nos routes de Kinshasa durent à peine 3 mois, 6 mois. Qu'est-ce que vous dites? Il n'y a pas impunité, c'est pourquoi les gens se permettent de revenir
reposer les mêmes actes qui produisent les mêmes effets et souvent des effets nocifs. Le boulevard Triomphal, 800 000 $ du temps de Musée. Tout à fait. Je n'ai pas les chiffres, je n'ai pas les éléments. Ces chiffres que je vous donne, croyez-moi, ils sont authentiques. 2 millions, je n'en connais pas l'origine, mais je prends comme tel. Eh bien, le boulevard Triomphal à 800 000 $. C'était sur quel espace? Je veux dire, quel espacement, la largeur. C'était sur quel volume, vous voulez dire? volume, on va dire ça, épaisseur. Voilà. Épaisseur. Sur quelle épaisseur? Ça c'est deux. Donc il y a longueur, épaisseur, les travaux connexes, hein, les rigoles, etc. Et puis l'utilisation. Est-ce que c'était fait pour être utilisé par des véhicules tout venant, y compris les poids lourds, etc. Et c'était pour quel tonnage éventuellement. Donc tous ces éléments interviennent. Et donc lorsque, par exemple, que ce boulevard est détruit précocement, les ingénieurs analysent les causes. Ils en viennent à dire la route a été bien construite, mais mal utilisée. Voilà qui a détruit la route. Alors qu'est-ce qu'il faut? Compte tenu du trafic désordonné, c'est-à-dire vous avez les véhicules hors gabarit qui viennent de Matadi ou qui transportent de poids, etc., leur rythme, etc., cela exige. Donc le constructeur n'a pas vu tout ça lorsqu'il construisait. C'est moi. Cela exige par exemple que l'épaisseur passe, allez, on va rêver, je ne connais pas les chiffres, hein, de 2 cm à 10 cm. Et donc, pour celui qui voit, il voit seulement qu'en fait, tiens, du temps de Musée, c'était comme ça. Mais on ne sait pas qu'en réalité, si ça passe de 2 à 10, eh bien, on construit 5 fois la route de Musée. Donc, on devait aller à 8 millions fois 5. Donc, ça je parle sur le plan de principe, parce que je n'ai pas les données réelles. Mais seulement, je veux dire que la réparation peut coûter plus cher que la construction si la réparation constitue une amélioration. Mais hélas, ce n'est pas le cas, parce que... Non, vous ne pouvez pas me le dire. Quand bien même, on aurait... Je raisonne par l'absurde, hein, en empruntant une partie de votre raisonnement. Quand bien même, on aurait, dites-vous, amélioré la technique de construction. Non. La qualité de la route. Du matériel. Non, de la route. Le volume. Et l'épaisseur, si vous voulez, de la route, hélas, nous retombons malheureusement dans des mêmes conséquences. La route se détériore en un temps record. Oui, mais... C'est pour cela que je vous dis, il faut savoir pourquoi la route se détériore. Oui, vous avez pris un exemple. Est-ce que c'est parce qu'elle a été mal construite? Parce qu'elle a utilisé des matériaux non performants? Est-ce que c'est parce que les ouvrages annexes, connexes ou annexes de protection n'ont pas été réalisés? Est-ce parce qu'il y a eu des actes de vandalisme? Il y en a sur le chaussée. Est-ce que la route est bien utilisée? C'est-à-dire, elle est utilisée par les véhicules pour lesquels cette route était construite. Ce sont là des éléments qui doivent intervenir techniquement. Ici, nous faisons un débat politique. C'est pourquoi je dis, allons. Il faut que les techniciens nous donnent les éléments de réponse pour que nous puissions dire, voilà, cette route
a été mal construite par la volonté de tel. Mais de façon générale. De façon générale. Je crois qu'il faut interpeller le Parlement et le gouvernement, en principe. Alors, le Parlement surtout. oui, monsieur le porte-parole, le chef de l'État, dans son discours, fait un état des lieux assez réluisant du point de vue économique. Maîtrise du cadre macroéconomique. Amélioration de l'assiette fiscale. Oui. Dans le même temps, le gouvernement dit « Je n'ai pas d'argent pour financer... » Allez, prenons les élections. Vous ne trouvez pas que les raisonnements est contradictoire? Non. Il y a embellie économique. Au même moment, il y a manque d'argent pour faire face à des problèmes qui se posent à la nation. Mais il n'y a pas que les élections qui posent problème. L'assistance aux sinistrés, ça pose des problèmes. Nous n'avons pas assez de moyens. L'équipement de Congo Airways, pourquoi on doit attendre, comme l'a dit le président, 2 ans pour avoir 4 avions en plus? C'est parce que nous avons des problèmes. Le problème, c'est la masse commune qui n'est pas significative pour que le gouvernement puisse intervenir dans les secteurs qui ont besoin de façon efficace. Nous avons, on va dire même, nous avons 9 milliards. 9 milliards aujourd'hui. Nous avons combien de ministères? Ou combien de secteurs? Nous avons la santé, nous avons l'éducation, hein, la santé, l'éducation, les infrastructures, quoi encore? La santé, l'éducation, les infrastructures. Bon, prenons, c'est vrai que c'est 3 là. Est-ce que un de ces secteurs a au moins 1 milliard? Non. Or, il y a la défense aussi. Oh, la défense aujourd'hui. Pour que nous ayons une armée dissuasive, pour que nous ayons une armée performante, nous devons mettre l'argent qu'il faut. C'est-à-dire au moins 5 milliards de dollars en budget normal de fonctionnement et au moins 7 à 10 milliards de budget exceptionnel pour l'équipement, la formation et la bonne tenue de notre armée dans les théâtres des opérations. Mais la sagesse consiste en quoi? C'est d'aller progressivement et de façon continue. La Chine, qui étonne aujourd'hui le monde, ne s'est pas réveillée après la mort de Mao avec autant de milliards à prêter aux Américains. C'est parce qu'il a continué son effort de façon persévérante, hein, de façon linéaire et progressive. Et en préservant la paix du territoire, la paix sociale, qui sont des éléments indispensables pour le progrès économique, le développement économique, l'amélioration de la situation sociale et une bonne gouvernance. Du point de vue diplomatique, le chef de l'État affirme qu'on en est arrivé à la consolidation de relations avec nos 9 voisins. Alors que nous savons que depuis que Kabila est au pouvoir, l'Est de la République démocratique du Congo ne connaît qu'une chose, le bruit des bottes, les crépitements d'armes. Et parmi les éléments qui viennent causer de l'instabilité sur le territoire congolais, figurent des éléments ressortissant justement de 3 pays voisins de l'Est. Est-ce qu'on peut
accepter facilement que oui, nos relations ont été véritablement consolidées avec ces trois pays. Je cite le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, pour ne citer que ces trois-là. Eh bien, lorsque le président dit que nos relations ont été consolidées, je vais dire même améliorées, cela ne veut pas dire que nous avons atteint un stade optimum. Cela ne veut pas dire que nous n'avons plus de problème. Cela veut dire ceci. Au lieu de privilégier l'affrontement sur le théâtre des opérations, aujourd'hui, nous en sommes à des joutes oratoires autour d'une table, ce qui est beaucoup plus efficace et nous avons les résultats. C'est grâce à ces négociations qu'aujourd'hui, la République peut réclamer 10 milliards en Ouganda. C'est grâce à ce comportement qu'aujourd'hui, les partenaires du Rwanda en viennent à le sanctionner pour un comportement inamical vis-à-vis de la République, ainsi de l'Ouganda, de Burundi, etc. Donc, manifestement, il y a une amélioration. C'est un peu comme si on est passé de la loi de Talion, œil pour œil, à la loi de Morabi. De l'amour. Morabi. Donc, Alors, concernant les réformes de l'État, le chef de l'État parle de la caisse des péréquations. Cette caisse n'a jamais fonctionné. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut se prévaloir de vouloir, comme dit-il, j'ai instruit personnellement, mais il ne dit pas qu'est-ce que ces instructions ont donné comme résultat palpable. La caisse des péréquations. Pourquoi n'a-t-elle pas fonctionné depuis tout ce temps? vous savez, privilégier l'affrontement sur le théâtre des opérations, aujourd'hui, nous en sommes à des joutes oratoires autour d'une table, ce qui est beaucoup plus efficace et nous avons les résultats. C'est grâce à ces négociations qu'aujourd'hui, la République peut réclamer 10 milliards en Ouganda. C'est grâce à ce comportement qu'aujourd'hui, les partenaires du Rwanda en viennent à le sanctionner pour un comportement inamical vis-à-vis de la République, ainsi de l'Ouganda, de Burundi, etc. Donc, manifestement, il y a une amélioration. C'est un peu comme si on est passé de la loi de Talion, œil pour œil, à la loi de Morabi. De l'amour. Morabi. Donc, Alors, concernant les réformes de l'État, le chef de l'État parle de la caisse des péréquations. Cette caisse n'a jamais fonctionné. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut se prévaloir de vouloir, comme dit-il, j'ai instruit personnellement, mais il ne dit pas qu'est-ce que ces instructions ont donné comme résultat palpable. La caisse des péréquations. Pourquoi n'a-t-elle pas fonctionné depuis tout ce temps? vous savez, le président de la République, dans ce genre de discours, il fait l'état de ce qui existe. La caisse des péréquations n'a pas fonctionné. Mais il exprime aussi sa volonté de sortir des sentiers battus en disant il y aura caisse des péréquations. Caisse des péréquations, cela c'est un acte de solidarité indispensable qui permet à celui qui en a besoin de puiser pour équilibrer ses recettes. Et vous le savez, déjà la masse commune est petite, c'est-à-dire la contribution des provinces n'est pas suffisante, et pour la nation, et pour les provinces. Et donc, la partie réservée à la caisse de péréquation est soit une portion congrue, soit victime du manque de bonne volonté des gens à l'approvisionner, en se disant mais pourquoi on va approvisionner cette caisse? Parce que nous-mêmes, nous en avons besoin. Et aujourd'hui, le président de la République voudrait réveiller la conscience républicaine de chacun de nous. Nous avons tous l'obligation de solidarité.
il ne faut pas attendre de résoudre tous ces problèmes, hypothèse vraiment aléatoire, avant de manifester sa solidarité vis-à-vis des autres partis de la République qui ne sont pas aussi bien nantis que vous. Alors d'aucuns pensent que le chef de l'État a laissé surseoir certaines réalisations importantes, pourtant, pour justement prétexter que j'ai encore à faire et tenter de vouloir passer l'idée selon laquelle il faut me laisser un peu de temps pour que je le réalise. Question, avez-vous déjà vu, monsieur André Alain Atundou, un chef de l'État, même un envoyé divin, quelqu'un terminer totalement son projet de société? Je n'ai pas cette lecture, cette impression à entendre le discours du président. Nulle part il a dit que voilà, j'ai fait ceci, il me reste encore, je voudrais rester avec vous. Non. Non, ne faites pas dire au président ce qu'il n'a pas dit dans son discours. C'est à titre indicatif. S'il avait cité toutes les réalisations, vous alliez qualifier son discours, comme certains abusivement d'ailleurs, de discours d'autosatisfaction. Il a donné quelques indications significatives pour montrer que si nous persévérons, si nous préservons les acquis actuels, nous sommes sur la bonne voie de l'émergence, c'est-à-dire de la satisfaction ou de l'amélioration de la situation de nos populations. Voilà le sens des discours du chef d'État. Non, mais quand le chef de l'État fait des projections, du moins dans le cas de ses discours, ces projections allaient jusqu'à 2017, dans le chantier des infrastructures, ainsi de suite. On ne sent pas non plus, dans le chef de l'État, le discours de ce chef qui se prépare à léguer un héritage qui devra s'accomplir sans lui. Non, ça c'est de l'amalgame. Nous parlons du discours sur l'état de la nation. Dans ce discours, c'est-à-dire alors vous voulez que je vous cite la quelque... situation de réalisation et, si vous voulez, et ceux qui risquent de porter atteinte à ces réalisations. Il s'est exprimé. Ce n'est pas un discours de politique générale. Non. Ce n'est pas un discours consacré au problème de la fin du mandat ou sur son avenir personnel. Non, situons les choses dans leur contexte. Et ici, dans ce discours de la nation, en donnant toutes ces réalisations dans tous les secteurs, le président envoie un message au peuple. Ne nous laissons pas distraire parce que nous sommes sur la bonne voie. Les solutions à nos problèmes, c'est nous-mêmes. Lorsqu'il a fallu chercher de l'argent, ce ne sont pas nos partenaires étrangers qui nous ont dit « allez en Chine ». C'est nous-mêmes qui avons monté un engineering financier pour dire « voilà, nous pouvons nous inspirer de l'exemple du troc des Nations Unies, pétrole contre nourriture, et nous disons non minerais contre les infrastructures, etc. » Mais le Congo, sans infrastructure routière et autres, ne vaut rien. Et même là-dessus, le chef de l'État a dit qu'on va construire près de 785 écoles déjà construites, dit-il, et que d'ici à 2015, on pourra construire près de 300 000. Non. On pourra construire
1000 écoles et qu'on pourrait donner accès à près de 300 000 élèves, c'est du point de vue éducation. D'aucuns pensent que l'on construit des écoles, mais la qualité de l'éducation, tout à l'heure vous teniez sur la qualité des infrastructures routières, la qualité de l'éducation ne répond pas toujours à la qualité attendue. C'est-à-dire que les élèves soient capables, par exemple, au sortir des humanités, de travailler. Est-ce qu'il ne s'agit pas, pour le chef de l'État, d'une stratégie de brandir des chiffres, de gros chiffres, de grands chiffres, mais qui n'ont un contenu, sinon nul, mais pas grand-chose? Je crus comprendre, même entendre le chef d'État évoquer la question de la réforme de l'éducation. Oui. Pour que l'éducation soit conforme aux besoins de la société. N'est-ce pas une réponse à votre question? Ce qui est une préoccupation normale, n'est-ce pas? L'idéal, ce n'est pas que, après les humanités, les citoyens commencent à travailler. Non. L'idéal, c'est qu'après les humanités, ils puissent être utiles à la société, soit en poursuivant leur carrière scolaire, académique, soit en travaillant immédiatement dans un secteur qu'ils auront appris. Mais le souci, le souci de la qualité des diplômés, mais c'est un souci qu'on ne peut pas cacher. On ne peut pas cacher. Il suffit d'aller au prétoire. Vous entendrez, j'allais dire presque des charabia de la part de ceux qui sont censés nous faire aimer la belle langue ou les belles lettres dans des dépenses, etc. Il suffit d'aller, il suffit de lire parfois les écritures dans les journaux, etc. Donc, le président de la République... Vous n'allez qu'au dans des tribunaux. Mais non, je donne un exemple. Autant vous pourriez dire... Pour interviewer les gens, dernièrement, on a dit à un jeune, bon, je voudrais travailler. Ok, faites une dissertation sur tel sujet. 1 heure, 2 heures, demi-page. Plein de fautes, etc. Donc ça signifie qu'en réalité, nous devons reformer notre éducation, trouver de nouveaux paramètres, n'est-ce pas, d'éducation pour une finalité de nous, ici. Par exemple, nous avons une ambition. Nous savons que les prochaines années, ce seront les années de guerre autour de l'eau. Il y a des projets qui veulent que l'eau de l'Ubangi aille au lac Tchad. Eh bien, c'est maintenant que nous devons faire des recherches. Quel sera l'impact de cela? Voilà, sur notre biodiversité, sur notre écologie, sur nos habitants, etc. Si nous ne parvenons pas à persuader, comment nous allons défendre notre patrimoine? Parce que il ne s'agit pas de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Il faut éviter que cette opération de solidarité ne soit une opération à sens unique et même préjudiciable aux propriétaires que nous sommes. On ne va pas prendre tous les aspects, faute de temps, mais on ne peut pas ne pas évoquer la question des élections, du dialogue. D'abord, le chef de l'État dit la solution ne viendra ni des Nations Unies, ni de l'Orient, ni de l'Occident. Est-ce que vous trouvez cette déclaration à propos, ou est-ce que c'est de la provoque, ou est-ce que c'est une pub politique simplement? Non, c'est une déclaration d'une sagesse universelle. D'une sagesse universelle. Quelle est la sagesse? Les Japonais ne viendront jamais consulter notre Parlement ici pour faire tomber le Parlement japonais. Les États-Unis, la Chambre des représentants, ne viendra jamais organiser un référendum ici pour faire voter un amendement.
eh bien, la République démocratique du Congo ne devrait pas se référer à d'autres pays pour chercher des solutions à ces problèmes. C'est un pays autonome. Le dialogue. Mais je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui vive dans une société refuse le dialogue. Parce que le dialogue, c'est quoi? Le dialogue, c'est une nécessité existentielle. Les philosophes disent... Est-ce un impératif? Les philosophes, l'impératif dans son exécution. Mais il faut... Mais nous sommes une masse des gens. Nous ne parlons pas, nous ne disons rien. Est-ce que nous formons une communauté? Est-ce que nous pouvons dégager une même intelligence des problèmes, une même volonté de réussir, une même aspiration? Mais c'est ça la communauté. C'est ça la nature et le rôle du dialogue. Donc, le dialogue est une situation limite pour une communauté. Deuxièmement, le dialogue a deux rôles essentiels et fondamentaux. C'est d'abord, d'être le régulateur de la vie en commun. À chaque grande étape, il faut dialoguer pour savoir au moins d'où l'on vient, où l'on va, qu'est-ce qu'on veut. Et puis, en cas de crise, il faut que le dialogue joue son rôle du potentiel social. Alors, monsieur le porte-parole, j'entends dire dans le chef de plus d'un Congolais que en 2006, on n'avait pas dialogué. Le dialogue, c'était à Sun City, 2004-2005. En 2011, on n'avait pas non plus dialogué. Et en 2011, nous avons supporté nos élections à 80%. On n'a pas eu besoin du dialogue. Pourquoi devons-nous dialoguer à la veille de 2016, qui est la date limite constitutionnelle imposée, je me redis, par la Constitution à l'actuel chef de l'État? Pourquoi les dialogues maintenant? Dire qu'en 2003, on n'a pas dialogué, c'est une affirmation. Non, je parlais de 2006. Même 2006, c'est une affirmation mensongère, inexacte. Parce que même en pleine guerre, nous dialoguions. Donc, il y a plusieurs formats de dialogue, voulez-vous dire? Je vous dis que le dialogue, c'est le principe actif d'une communauté. Pour que une masse de gens, une foule, devienne une communauté, ils doivent dialoguer, exprimer ce qu'ils veulent en tant qu'individu et en tant que communauté. Exprimer la voie qu'ils veulent choisir. Donc nous nous exprimons. Le dialogue est à plusieurs niveaux. Oui, c'est pas parce qu'on se bat qu'on dialogue pas. Et d'ailleurs, d'après la formule célèbre du président Museveni, talk and fight, qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit que la bataille, la guerre n'empêche pas le dialogue. Donc, alors, vous venez les Israéliens et les Palestiniens dialoguent. Même pendant la guerre mondiale, on dialoguait. Alors, vous venez d'affirmer ici que le dialogue est la situation limite. Est-ce que vous voulez dire, comme le professeur Bochab, pas de dialogue, inanition de la nation? Non, la situation limite est une expression philosophique, c'est-à-dire une nécessité à laquelle personne ne peut échapper. Le dialogue est une situation à laquelle aucune communauté ne peut échapper si tant est qu'elle veut rester communauté. Alors, donc, pour vous, si on ne va pas au dialogue, il n'y a pas une autre piste pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent à la nation? Non, d'abord, il n'y a qu'une infime partie des gens particulièrement actifs qui ne veulent pas du dialogue. Vous avez fait une étude de sondage quand vous dites une partie infime. Tout à fait, de façon, phénoménologique. On voit aujourd'hui la majorité, c'est quand même la majorité démocratique qui est pour le dialogue. En plus de la majorité, il y a des alliés objectifs, comme l'opposition républicaine, comme l'opposition Nouvelle Société, etc., de Steve Bekai, comme certaines églises de réveil, comme
certaines composantes de la société civile. Donc, de façon phénoménologique, le dialogue emporte la plus grande partie. Mais seulement, comme le chef de l'État est garant du bon fonctionnement des institutions, est garant de la libre expression de chacun, eh bien, il faudrait que tout le monde puisse s'y exprimer, parce qu'il n'y a pas de raison d'opter pour une voie de fait démocratique. Mais ma question est la suivante. Le dialogue est une situation limite, avez-vous dit. Oui. Est-ce que vous voulez dire, monsieur le porte-parole André-Alain Atundu, que s'il n'y a pas de dialogue, on tombe dans l'inanition de la nation? S'il n'y a pas de dialogue, il y aura explosion de la nation, ou même implosion de la nation. Qu'est-ce que ça veut dire, l'absence de dialogue? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, si les Katangais ne veulent pas dialoguer avec les autres parties de la République, ils forment la République du Katanga. Et ainsi de suite, chaque pays, chaque province devient une république. Et à l'intérieur, il y a encore des mouvements d'autonomisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Le résultat, c'est l'éclatement de la République. Tout simplement par manque de dialogue. C'est pour cela, heureusement, qu'il y a toujours un noyau de sentinelles de la République, notamment les institutions, le président de la République, pour veiller à ce que le dialogue serve de aération, d'esprit de démocratie et de communauté nationale. Monsieur Atundu, vous usez du sophisme pour défendre la tenue coûte que coûte du dialogue. Est-ce que vous pouvez me confirmer aujourd'hui que si on tenait les dialogues, on aura résolu les principaux problèmes de la nation et que l'on va entrer dans une période relativement longue ou absolument longue où l'on n'aurait pas besoin de dialogue parce qu'on aura tenu un dialogue? Comment puis-je répondre à cette question, moi qui ne suis ni prophète ni devin? Non, parce que vous êtes analyste. Non, oui, mais c'est pas un devin. Mais un analyste, c'est à partir des faits. De la même manière, quels sont les faits? De la même manière dont vous dites... Non, quel est le fait qui me manque pour que je puisse abonder dans votre essence? C'est la conviction que tout le monde est de bonne foi. Moi, mais vous avez la conviction que lorsqu'il y a dialogue... J'ai la conviction que tout le monde n'est pas de bonne foi. J'ai la conviction que tout le monde n'a pas intérêt à la réussite, à la tenue et à la réussite du dialogue. Et ce n'est que normal dans un État démocratique. Je sais. Mais voilà des éléments qui plombent le dialogue, qui plombent la vie de la nation. Voilà la raison de l'interpellation du chef de l'État à la conscience de chacun de nous. Il ne faut pas aller ailleurs. Parce que vous allez ailleurs, non pas pour étudier les méthodes démocratiques, mais pour étudier les méthodes antidémocratiques. C'est de l'apostat. Hein? C'est de l'apostasie, excusez-moi. Vous avez perdu votre foi. Vous avez perdu votre foi à la démocratie. Est-ce que ce ne sont pas des préjugés qui vous font dire cela? Est-ce que vous avez des faits pour prouver que les opposants qui sont partis au Sénégal, parce qu'il faut être sincère, sont allés apprendre comment déstabiliser la nation? Quelle preuve détenez-vous, M. Atundu? Je vais vous établir une corrélation entre les faits suivants. Très rapidement. Rapidement. Premièrement, le refus du dialogue. Parce que initié par le garant de la nation. Donc, il refuse les dialogues pour empêcher le garant de la nation de fonctionner normalement. Donc, refus du dialogue. Refus du dialogue pour empêcher au président de la République, qui est une institution, de fonctionner. Deuxièmement, refuser de participer aux séances du Parlement. Pour même aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup d'opposants à l'adresse du chef de l'État. Pour empêcher au Parlement de fonctionner et de remplir son rôle. Troisièmement, participer à une rencontre mystico-ésotérique
Une rencontre mystico-ésotérique sur la démocratie. Expliquez un Et peu. sans intérêt connu pour notre démocratie et pour notre République. Vous allez chez Filimbi, chez Yanamar, vous allez, je ne sais pas, chez qui encore. Pourquoi pas en Tunisie aussi, parce que eux d'ailleurs qui avaient été, qui ont reçu le prix Nobel. Pour apprendre. Il nous reste 2 minutes. Pour apprendre comment combattre arrêter le bon fonctionnement des institutions et provoquer une situation insurrectionnelle qui donne une légitimité à ceux qui n'ont pas pu obtenir celle-ci à partir des urnes. Est-ce moralement correct? Surtout que le mandat court encore. Donc, l'objectif, c'est d'empêcher les institutions de fonctionner et d'empêcher au président de la République de terminer son mandat. Et finalement, de prendre le peuple congolais en otage. Ça c'est votre immoral. interprétation. Non, ça c'est l'analyse des faits. Je vous ai donné. Selon vous. Bien sûr, je ne parle que Alors, pour moi et pour le compte de la majorité. Alors, dites-nous en 1 minute. D'aucuns pensent que le chef de l'État vient de manquer encore un rendez-vous avec l'histoire. Certains pensaient que, puisque son sort ayant été réglé par la Constitution, il tiendrait aujourd'hui un discours sur l'état de la nation, mais sur le plan politique, il tiendrait un discours testamentaire. Ça veut dire, il dirait que pour l'avenir de la nation, qui sera désormais fait sans moi, voici le chemin que je crois recommandé, bénéfique pour la nation. Et là, il a parlé de tout le monde. De lui, il n'a parlé que en mettant en exergue les initiatives qu'il a prises. J'ai compté plus ou moins 20 fois, il a parlé à la première personne du singulier. J'ai instruit personnellement. J'ai donné l'ordre, ainsi de suite. Mais là où l'opinion l'attendait, il n'a pas répondu présent. Dites-nous, est-ce que dans un tel discours, on peut lire dans le chef de Joseph Kabila la volonté de décrisper la situation, la volonté de détendre l'atmosphère pour que le dialogue qu'il appelle de tout se veut, en évoquant des expressions bibliques, puisse se tenir dans les meilleures conditions qui soient? Je pense que dans cette situation de malentendu, finalement, le président est dans son rôle et il est dans un beau rôle. Dans un beau rôle. Tout à fait. Parce lequel rôle? Il a tenu tous les engagements que les négociateurs de la majorité avaient conclus avec les négociateurs de l'UDPS et les différentes consultations qu'ils ont eues. Ils ont convenu que c'était au président de la République de convoquer le dialogue sur base de la Constitution, de l'accord d'Addis Abeba, sur base même de la résolution 2098. Et sans raison apparente, ils se rébiffent. Ils ont convenu que le facilitateur serait un facilitateur nommé par le secrétaire général. Maintenant, ils exigent un chairman. Ce n'est pas un facilitateur, un chairman des négociations. Non. Cette expression n'est pas sortie de la bouche de l'opposition. Je dis chairman. Un chairman, c'est oui. Celui qui préside. Oui, c'est donc une expression anglaise qu'on emploie couramment pour dire mais l'accord cadre d'Addis Abeba, M. Atundu, oui, prévoit que le facilitateur, le modérateur, appelez-les comme vous voulez, viendrait des Nations Unies, parce que dans l'accord cadre, et même quand vous lisez la résolution 2098,
on dit dans cette situation, les Nations Unies seront du côté de la solution. Et donc, toutes les autres parties au conflit seraient du côté des problèmes. C'est écrit noir et blanc, noir sur blanc. Que disent la résolution 2098 et l'accord d'Addis Abeba en 2 points majeurs. 1, ils reconnaissent la souveraineté Absolument. de la République et tous les partenaires ont renouvelé leur engagement à accompagner Tout à fait. la République. 2, le représentant personnel des Nations Unies ici, le représentant des Nations Unies, doit promouvoir, c'est-à-dire faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le dialogue ait lieu. Concrètement, aujourd'hui le président convoque le dialogue, il y a des gens qui hésitent, eh bien le facilitateur ou l'envoyé spécial des Nations Unies a l'obligation morale d'aller chez ceux qui sont contre pour dire venez pour telle raison, pour telle raison. Il ne s'agit pas de présider le dialogue. Alors, M. Atoundou, vous allez me répondre directement en regardant les téléspectateurs. Pensez-vous que le discours tenu par le président de la République ce 14 décembre, c'est un discours qui a rencontré les attentes du plus grand nombre? Oui ou non? D'abord, il faut savoir à quoi ça sert ce discours. Non, vous l'avez déjà dit. Non. Vous l'avez déjà dit, nous allons terminer. Est-ce que ce discours a rencontré les attentes de la majorité des Congolais? Oui, pour les gens de bonne foi, oui. Et 2. pour les gens qui connaissent la nature d'un discours sur l'état de la nation. 2. Lorsqu'on pense que dans les discours sur l'état de la nation, il faut fixer le minerval des étudiants, il faut fixer ceci, évidemment, on peut être déçu. 2. Croyez-vous que le dialogue auquel appelle le président de la République sera réellement inclusif? Mais le dialogue est inclusif. Non, Dis donc. je ne dis pas et. Non. Est-ce que le dialogue sera inclusif? Il sera inclusif. Tout le monde sera là. Bien sûr. Non. Tout le monde a le droit d'y être. C'est ça l'inclusivité. Parce que si tout le monde doit être là, ça c'est un dialogue inclusif et obligatoire. En 2 mots. Malheureusement, la démocratie ne s'accommode pas de cette direction autocratique du dialogue. De tout cœur, je vous remercie, Monsieur Alain-André Atoundou, porte-parole de la majorité présidentielle. Ça a été une joie pour moi de vous recevoir comme porte-parole, et ce pour la première fois. Je vous avais contacté plusieurs fois, mais votre agenda était incompatible avec l'horaire d'enregistrement de l'émission. Prenez l'habitude de venir le plus souvent dans cette émission pour faire entendre votre point de vue sur la marche de la nation et même sur d'autres sujets, parce que Perspective, c'est un magazine sociopolitique. Le social et le total, et le global. Merci et à la prochaine occasion.